Joe. Merci. Tenho o privilégio de ser o primeiro a fazer perguntas nesta conferência. Alors, une question, Joe. Et rapide, parce que... Certo. Bom, d'accord. Eu gostava de fazer uma pergunta ali ao Sr. Christophe Mathieu, da Britney Ferries. Da Britney Ferries, Christophe Mathieu. Comme on le sait, tous les partenaires du projet, on traverse ces difficultés. C'est le fait que c'est très difficile d'aller en avion aux villes atlantiques. Les liaisons aériennes sont très compliquées. Parfois, on est obligé de passer par Paris ou par d'autres grandes villes pour y aller. Donc, je voulais vous poser la question, puisque vous avez dit que 15% de vos clients qui partent en Espagne, ils sont destinés au Portugal. Et maintenant, quand on a deux terminaux de croisière qui fonctionnent avec un grand potentiel, c'est à Porto et à Lisbonne, pourquoi il n'y aurait pas une liaison directe vers le Portugal? Question très précise. Oui, mais on y pense, mais pour l'instant, 15% des passagers, il faut quand même beaucoup de passagers pour faire vivre un bateau, il faut quand même avoir des ordres de grandeur en centaines de milliers de passagers, il faut que les flux naturels existent, il n'y a pas de subvention. Donc, certes, aujourd'hui, on a un développement sur l'Espagne, mais de Santander, aujourd'hui, puisqu'on est à Santander et à Bilbao, cette côte nord-là permet de diffuser sur l'ensemble de la péninsule ibérique. Donc, effectivement, il y a 15% des passagers qui vont au Portugal, mais il y en a aussi 20% qui vont sur la côte opposée. Ça descend sur le sud, etc. Donc, de Santander, ça nous permet de diffuser, et de Bilbao, ça nous permet de diffuser. Demain, s'excentrer, aller sur des lignes très excentrées, compte tenu des flux actuels, c'est pas encore suffisant. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on s'adapte. Si demain, il y a effectivement des flux, et si demain, les flux sont suffisants pour que des bateaux soient positionnés à temps plein sur des lignes encore plus périphériques, évidemment, on le fera. Mais il faut quand même des flux importants, puisqu'on est quand même sur des... Il faut qu'on raisonne en centaines de milliers de passagers quand même. Donc oui, demain, j'espère, puisqu'on va essayer de continuer à le construire, l'arc atlantique, avec vous. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour justifier un navire sur le Portugal, à mon avis. Merci pour cette question. Pourquoi pas, mais d'où la nécessité d'activer tous ces échanges pour qu'effectivement de nouvelles routes se créent, pour que de nouveaux ports puissent accueillir de nouveaux bateaux. Mais bon, je pense que la Brittany Ferries, s'il y a du volume suffisant, ils iront. Ça, on peut leur faire confiance, merci. Alors, pour finir cette matinée, on voulait avoir le regard de l'Europe autour du bilan NEA2 et autour des perspectives de la filière nautique. Donc Yves Offret nous a fait le plaisir de venir de Bruxelles. Ça n'a pas été toujours facile d'ailleurs. Et en tout cas, on le remercie d'être présent. Et donc, il voulait nous dire quelques mots. Yves Offret, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis de la communauté maritime européenne, chers amis du nautisme, donc quelques mots de conclusion à la fin de cette matinée très riche en informations, en enseignements, au regard du dynamisme, véritable dynamisme de la communauté du nautisme en Atlantique. En commençant ces quelques mots, je souhaite bien sûr remercier, au nom de la commissaire européenne Maria Damanaki, sous l'autorité de laquelle je travaille, le président du Conseil régional de la Bretagne, Jean-Yves Le Drian, et le président du Conseil général du Finistère, Pierre Maille, d'avoir invité la Commission européenne à s'exprimer aujourd'hui et à participer à cette manifestation. Je voudrais aussi remercier la ville de Brest de son accueil. Et puis aussi, je voudrais saluer la région Basse-Normandie, qui représente l'arc atlantique, qui participe aujourd'hui à cette réunion, et saluer Stéphane Travers, que je connais bien également. Je termine mes remerciements, mais je crois vraiment qu'il faut le faire en remerciant François Arbelot, qui a été l'initiateur, je crois, avec d'autres, mais enfin la cheville ouvrière très active de cette conférence. Je me souviens qu'on en a parlé, François, dans un Thalys qui nous ramenait de Bruxelles il y a maintenant quelques mois, et on avait un peu fait le point sur ce qui pourrait être dit
déjà à l'époque sur le nautisme en Atlantique. Donc merci à toi pour cette initiative, parce que c'est une première pour le nautisme, c'est une première pour le nautisme en Atlantique, et c'est aussi une première pour le nautisme atlantique en Europe. Donc c'est vraiment un événement important. Alors vous m'avez posé une question, pourquoi faire émerger une identité maritime atlantique? C'est la question que vous m'avez posée, M. Gouas, quand nous nous sommes entretenus au téléphone il y a quelques mois pour préparer cette conférence. Parlant de son pays, le célèbre poète portugais Luís de Camões disait qu'il est là où s'arrête la mer et là où s'arrête la terre, et où commence la mer. Et je crois que cette très belle et très simple définition peut s'appliquer à toute l'Europe atlantique. Chacun, qu'il soit irlandais, galicien, portugais, britannique, breton, pourra la faire sienne. Moi, à titre personnel, je m'inscris évidemment dans cet ensemble, puisque je suis né, comme beaucoup d'entre nous ici, face à l'Atlantique, dans un port breton, Lorient, qui est, vous le savez aussi, une grande ville du nautisme. Notre identité atlantique, mesdames et messieurs, c'est l'atlanticité, comme disent certains. C'est le fruit, on l'a vu, d'un mélange très complexe et ancien et vivant, de terre et de mer, d'histoire, de culture, d'échanges culturels, commerciaux et sportifs. C'est aussi le fruit, et surtout le fruit, d'une relation particulière avec la mer. Chacun a en mémoire nos navigateurs, nos explorateurs, nos découvreurs dans le passé. Jacques Cartier, c'était un breton, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Cook, La Pérouse, et chacun a en mémoire aussi nos sportifs, nos nouveaux conquérants de l'océan aujourd'hui, Éric Tabarly, Hélène MacArthur, Mike Horn, Catherine Chabot et d'autres. Chacun sait l'importance qu'ont eu les échanges commerciaux maritimes entre nos régions dans l'histoire du continent européen. Chacun sait, on l'a vu il y a quelques minutes, que la façade atlantique fut la porte d'entrée, le point d'entrée des immenses richesses des Amériques et des Indes. D'un point de vue plus personnel, chacun aussi se souvient, comme moi, de leur traversée de l'océan, d'autres de leur régate, d'autres encore de leur marche quotidienne le long des rivages de l'Atlantique. Madame Vadillo, vous parliez en introduction de l'identité atlantique. Mais l'identité atlantique, comme vous le disiez, c'est avant tout et avant toute chose une réalité humaine, je crois, dans sa diversité, dans sa richesse. C'est celle que nous partageons tous, nous les Européens, des Açores à l'Écosse, de la Pointe du Raz à Madère, des Caraïbes au Mont-Saint-Michel. C'est celle aussi de nos voisins des Amériques du Sud, du Nord et de l'Afrique. Celle de tous ceux pour qui l'Atlantique est un lieu de travail, mais aussi un lieu de vie et de loisirs. Pour répondre à votre question, la Commission ne tente pas de faire émerger une identité maritime atlantique, puisqu'elle existe déjà et qu'elle est bien vivante, qu'elle s'exprime, comme l'illustrent les nombreuses interventions de cette matinée. Devant tant d'histoire, avec un grand H, et d'histoire au pluriel, la Commission européenne entend demeurer modestement à sa place. Elle ne fait qu'apporter sa pierre à un mouvement et une réalité ancienne et vivante. Mais la modestie n'exclut pas l'ambition. C'est un autre écrivain portugais célèbre, Fernando Pessoa, qui écrivait que tout vaut la peine tant que l'âme n'est pas trop étroite. Mesdames et messieurs, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, nous le devons aux travaux engagés depuis de nombreuses années par vous, mais aussi par la Commission européenne en faveur de la construction de l'espace atlantique. Nous ne partons pas de rien, bien au contraire. Je rappellerai les différents programmes financés et suivis par la Commission dans le cadre de la politique régionale. Madame Corda en a parlé ce matin. Ce sont ces programmes qui ont contribué à conforter et à structurer en partie l'espace atlantique. Interreg 2C, Interreg 3B Espace Atlantique, qui a donné naissance au schéma de développement de l'Atlantique, et le programme européen de coopération transnationale Espace Atlantique, Interreg 4B, qui nous permet aujourd'hui de nous réunir. Il s'agit de grands programmes. Ils permettent la réalisation d'initiatives larges ou plus petites, plus limitées géographiquement, comme l'ont montré les débats de ce matin, mais ils génèrent surtout une formidable activité de réflexion et d'action commune, comme l'illustrent tous les travaux qui ont été présentés par les responsables de NEA2 pendant cette matinée. Vraiment, je suis personnellement impressionné par la qualité de ce qui a pu être produit par ces travaux. Tous ces projets, toutes ces réalisations confortent les choix de la Commission et les travaux qu'elle a engagés depuis plusieurs mois pour rédiger une stratégie maritime